C'est la rentrée pour Embarraud, notre émission sur Alliance 92, bien entendu. Chers auditeurs, pour donc ce retour après un long quand même repos et avec des rediffusions de nos émissions, on reçoit en ce jour Saounda Rabenarive, juriste de profession. Bonjour. Bonjour. Le sujet qui est là, c'est très simple, on a compris, tout le monde en parle, tout le monde bougonne, tout le monde alerte. C'est tout simplement à cette idée de constitution qui risquerait ou qui risque d'être un peu touchée. Peut-on alors parler de lifting sur mesure puisque tout le monde est contre quelqu'un, tout contre lui? Oui, effectivement, et pareil, enfin jusqu'à présent, parce qu'on ne connaît pas exactement le contenu de cette révision constitutionnelle. Donc le petit peu que l'on laisse entreapercevoir semblerait être plutôt un lifting et qui va dans l'intérêt particulier du président actuel et non dans l'intérêt général. Donc au début, l'alerte c'était surtout pour rappeler que nous avons dans la Constitution de 2010 rendu plus difficile la révision constitutionnelle. Historiquement, il s'agissait de sortir un décret et de faire passer au Parlement uniquement. Mais la Constitution de 2010 exige d'abord que la nécessité de la révision soit jugée impérieuse. Il faut qu'elle soit très importante. Il faut que les arguments pour la révision soient convaincants. Et puisqu'on ne connaît pas encore le contenu, on ne sait pas encore si c'est vraiment convaincant ou non. Et ensuite, dans la Constitution de 2010, il est prévu maintenant obligatoirement qu'il y ait référendum. Avant, c'était optionnel. Le président de la République pouvait soumettre à référendum, mais il n'était pas obligé. Maintenant, dans la Constitution de 2010, c'est incontournable. Ce qui veut dire que ça va être un processus coûteux et qui mérite un large débat démocratique très ouvert pour que la population comprenne de quoi il s'agit exactement. Donc il faudrait un peu de temps. On ne pourra pas faire tout ça d'ici la fin de l'année. Et ce temps risque de reporter les élections prévues pour 2018. Oui. Mais j'ai lu quelque part, et je tiens à le partager, chers auditeurs, si l'on parle justement de cette constitution, les grandes lignes du tip-top de 2010 sont résumées et essentiellement toutes les dispositions ont été ou seront bafouées par le premier régime de la 4e République et par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle. Mon opposition au texte ici documenté, mais depuis son approbation par les électeurs et sa promulgation, je l'accepte comme loi suprême de Madagascar, imperfection incluse. Je n'ai pas le choix, en tant que juriste de profession, je la défends. Parce que si on ne défend pas la règle de droit, aussi imparfaite soit-elle, que sommes-nous? C'était votre réflexion. Exactement. Vous défendez donc cette constitution, qu'elle soit 2010, qu'elle soit... Absolument, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait? La Constitution de 2007 je dirais en compétition avec la Constitution de 2010. Non, c'est la loi suprême de Madagascar, même si je m'y suis opposée au moment de son vote en 2010. Pour les raisons de tip-top que vous avez mentionnées tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas allé en profondeur. On n'a pas changé la structure, l'organisation de l'État. C'est-à-dire avec un président très fort, presque monarque, et avec le Parlement qui est réduit à 2 sessions parlementaires par an, et tous ces pouvoirs excessifs du président de la République. Par exemple, la nomination d'un tiers du Sénat, c'est incroyable que l'exécutif nomme un tiers du législatif. Et donc, ces tip-top de 2010 concernaient surtout l'introduction, donc la constitutionnalisation de l'opposition, aujourd'hui bafouée. L'introduction du semi-parlementarisme, l'article 54, bafoué. L'introduction du mandat impératif des députés, l'article 72, bafoué. La mise en place de la Haute Cour de justice, dans un an après l'investiture du premier président, bafoué. Et maintenant, on va me dire qu'on va bafouer aussi
la démission du président s'il se porte candidat à sa propre succession, que l'on va bafouer les clauses 161 jusqu'à 163 sur la révision constitutionnelle. Est-ce à dire donc que par rapport à notre existant, la Constitution, si l'on parle comme telle, on a juste changé les mots quand on ne peut changer les choses. Exactement. Bon, je crois qu'il y a eu une tentative de faire une vraie refonte de Constitution, mais le Conseil à l'époque n'a pas pu le faire, et je crois qu'en 2 ou 3 nuits, quelqu'un, peut-être Norbert Atiraounen, a rédigé la Constitution de 2010. Et ce n'était que autour des bords, il n'avait pas le temps de faire en profondeur. Mais la structure générale de l'État n'a pas été changée, le renforcement de la décentralisation n'a pas été changé, etc. Alors, si l'on revient par rapport toujours à cette constitution de 1959 à 2010, ça a été toujours gratiné quelque part, comme je l'ai annoncé, à la mesure d'une personne, d'un candidat à chaque fois, mais est-ce que cela ne fait pas que c'est le pays en soi-même, l'état de droit du pays en soi-même, qui est en position de faiblesse totale ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la culture, on n'applique pas vraiment les constitutions, on les change sans les comprendre. Et effectivement, enfin le corps de la Constitution, même pendant la période révolutionnaire de 1975 jusqu'en 92, ont tenu plus ou moins les mêmes lignes. Donc le fameux article 47, par exemple, n'a pas changé depuis 1959, où l'élection du nouveau président a lieu entre les 30 à 60 jours avant la fin du mandat du président précédent. Ça n'a pas changé depuis l'indépendance. Oui. Et pourquoi le changer aujourd'hui ? Parce que ça sert l'intérêt du président actuel. Chaque régime, donc, doit être servi et on touche à la Constitution. C'est ce que vous voulez dire aussi ? Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et surtout les politiciens qui sortent déjà à la télévision, à la radio, pour défendre la révision constitutionnelle alors qu'ils étaient des partisans du oui en 2010 et d'avant, etc. Mais c'est pas nouveau d'être contradictoire chez nous. Oui, mais quand même, on se focalise beaucoup dans les dires à travers cet article 47, mais tout compte fait, il y a plusieurs lots d'articles qui sont concernés. Mm-hmm. Donc, est-ce à dire que les juristes qui ont fait, qui ont préparé ou qui ont présenté cette constitution ou qui en discutent, n'ont pas vu plus loin par rapport justement à cette volonté de changer quand même de régime, de changer de mentalité politique, de voir un peuple quand même qui puisse se retrouver. Oui, et c'est ça qui, en fait, je crois que le régime actuel, au lieu d'essayer de changer la Constitution, devrait trouver les moyens de la mettre en œuvre. Donc, par exemple, sur cette démission du président 60 jours avant la date du scrutin, je pense que c'est tout à fait faisable, et le président l'a dit samedi qu'il n'a pas de problème avec ça. Alors faisons-le. Si c'est le cas, sortons les dates des scrutins de 2018 et comme ça on saura à quelle date il va démissionner. Mais entre-temps, il faut d'autres textes. Il faut, par exemple, une loi sur l'intérim. Parce que le président du Sénat assure l'intérim une fois que le président démissionne. On ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il pourra faire ? Il faudrait limiter son pouvoir. Ça, c'est une question de loi. Le président contrôle essentiellement le Parlement. Il n'a qu'à sortir cette loi pour dire qu'est-ce que le président du Sénat peut faire ou ne pas faire. Au lieu en fait, c'est dévier notre attention sur cette révision constitutionnelle pour éviter que l'on parle des questions qui nous intéressent plus, comme le code électoral, comme cette loi sur l'intérim, sur d'autres choses que l'on attend. Entre-temps, il y a la loi de finances. Le budget électoral. Exactement. Aussi. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est pour cela que l'on n'entend pas trop la communauté internationale si l'on parle des élections ? Pour l'instant, elle observe cette communauté ? Elle observe très attentivement, je crois, et elle est aussi surprise que nous, je pense. C'est un imprévu. Et je pense qu'on mesure peut-être toutes les conséquences. Mais en même temps, la communauté internationale, elle n'a pas très bien réfléchi quand elle a fixé les dates des élections de 2013, n'est-ce pas ? Parce que nous avons maintenant cette situation où l'investiture a eu lieu en janvier, ce qui fait que tout le mois de décembre
Et out, parce que normalement, on ne devrait plus avoir d'élection au mois de décembre. Et tout ça, ça n'a pas été bien réfléchi à l'avance. Et la communauté internationale aussi, je pense, c'est elle qui a encouragé, par exemple, a félicité la HCC lors de sa décision en 2015 de ne pas prononcer la déchéance du président au nom de la stabilité politique. Donc maintenant, le président nous sort, entre guillemets, stabilité politique. C'est une des raisons pour cette révision constitutionnelle. Donc je dirais que la communauté internationale est surprise, mais il y a quand même certaines choses qui résultent de ses propres actions. Ouais, alors c'est le régime contre les plateformes de la société civile, j'ai bien dit les partis politiques, les grands penseurs, même l'Église commence aussi actuellement à faire valoir aussi leurs pensées. C'est tous contre un et un contre tous, quoi, tout compte fait. Effectivement, je pense que c'est assez risqué ce référendum constitutionnel. D'abord, il faut cette nécessité jugée impérieuse. À mon avis, la Haute Cour constitutionnelle devrait se prononcer là-dessus et tout le monde devrait être entendu. Ensuite, il faut les 3/4 des 2 chambres. Donc, est-ce qu'un quart de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est vraiment à ce point où les politiciens élus en 2013 sous le chapeau du MAPAR, du MMM, du TIM, etc., ne peuvent plus aujourd'hui arriver au quart pour bloquer cette loi. Et si c'est le cas, mais ils n'arrivent pas à s'imposer au niveau de l'Assemblée. Il faut que l'on en parle. Comment ça se fait que le MMM, par exemple, qui avait 16 élus en 2013, ne peut compter que sur 5 ou 6 aujourd'hui? Même chose pour le MAPAR, même chose pour le TIM, c'est incroyable. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant au moment où ce projet arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Mais tout est question de culture politique dans chaque parti. Est-ce qu'il n'y a pas dans chaque parti des éthiques spécifiques en disant on ne bouge plus dans ce parti tant qu'on y intègre Exactement ça. Il y a ça d'abord, le retournement de veste, le fait de se faire acheter ou je ne sais pas comment persuader. Et puis ensuite, il y a effectivement l'honnêteté intellectuelle d'avoir été pour cette constitution en 2010. Et maintenant, nous allons vraiment mettre au test, nous allons tester cette question de démission d'un président s'il se porte candidat à sa propre succession. Et ils vont changer d'avis. Il faut vraiment qu'on revienne en 2013 voir qui était pour cette constitution et qui est-ce qui va voter maintenant en 2018. Il aura été dénudé. Exactement. Oui, mais la rentrée quand même au niveau de l'Assemblée, ce sera au mois d'octobre, c'est d'ici quelques jours quand même. Oui, donc on ne va pas dire aussi qu'on va les attendre parce que tout dépend d'eux. Oh, seulement une partie cette fois-ci, parce qu'il faudra que le peuple soit consulté et on espère que cette fois-ci peut-être. Je vous rappelle qu'en 1998, la loi constitutionnelle a failli ne pas être votée. Elle est passée seulement avec 50,26% du oui contre 49, quelque chose de non. Donc c'est possible pour les Malgaches de dire non. Oui. Et la question maintenant, la raison pour laquelle la société civile se lève tout de suite, c'est pour informer et pour rappeler les grands principes de la Constitution de 2010. Tout en reconnaissant que cette constitution est imparfaite, mais demandant aux futurs candidats de nous dire qu'est-ce qu'ils proposent de changer en profondeur sur la structure de l'État, sur la décentralisation, etc. Et une fois qu'ils sont élus, ils auront le mandat électoral pour le faire. Est-ce à dire que si cette proposition, ou sinon cette directive actuelle du régime a été décidée l'année dernière, on aurait accepté ? Peut-être, hein. Peut-être, ça aurait été un peu plus légitime, je pense. Alors un référendum pour la population qui est exténuée et terrorisée par la sécurité actuelle, vous pensez qu'ils vont encore aller aux urnes pour cela ? Non, je ne pense pas. Depuis des années, le nombre d'électeurs qui participent au vote diminue au lieu d'augmenter alors que la population augmente. Mais la CENI dit que ça a augmenté au niveau des électeurs. Le nombre d'électeurs, mais le nombre de votants a diminué ou n'a pas et stagne autour de 3,5 et 4 millions de Malgaches.
Et ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus, n'y croient plus, et maintenant on va leur donner encore un autre référendum. Je vous rappelle qu'en 72, il y a eu un référendum, en 75, en 91, en 92, en 95, en 98, en 2007 et en 2010. Non, il faut que ce soit du sérieux, que ce soit une vraie refonte, qu'il y ait une vraie discussion, allons vraiment en large et en fond pour dire voilà ce que nous proposons de faire, quelle est la constitution qui nous convient véritablement, et pas ces petits tip-top à chaque fois pour servir les intérêts d'un seul candidat. On se tourne de quel côté maintenant pour voir la suite alors? De la Haute Cour constitutionnelle ou... Oui, enfin, je crois que... Elle avance d'un pas, elle a un problème, elle recule ou elle stagne. De toute façon, la Haute Cour constitutionnelle, on connaît déjà le outcome, ils vont dire d'accord. Mais il y a la forme d'abord, il faut déposer la requête et il faut laisser les autres déposer les leurs et entendre tout le monde. Et puis sortir une décision sur est-ce qu'elle est vraiment impérieuse, cette révision. Ensuite, c'est soit un décret, soit ce sont les deux chambres parlementaires, parce que ça peut venir du Parlement aussi, la révision constitutionnelle, pas seulement du président. Après le décret, c'est le vote au sein du Parlement, 3/4 de chaque chambre. On peut oublier la population, mais on règle ça... Non, après c'est le référendum. Le référendum, c'est le dernier point. Or, nous sommes aujourd'hui en octobre, même si on convoque les électeurs... Novembre, décembre, janvier, un référendum, c'est pas possible. Donc on va attendre le mois de mai, ce sera trop tard. Période cyclonique aussi. Exactement. Ouais. Mais tout compte fait, 30 jours, 60 jours, premier tour, deuxième tour, ce sont que des mots, tout compte fait. Mais c'est cette volonté d'aller à l'avant qui... Absolument. Donc depuis 1959, l'élection du président a lieu 30 à 60 jours avant la fin du mandat. Ça n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 1959? Il y a le 4G maintenant. Il y a le scan. Il y a l'Internet. Il y a le téléphone qui peut prendre des photos. La technologie a évolué. Donc personne ne s'est plaint en 92, 95, 98 qu'il fallait changer cette clause de la Constitution parce qu'elle n'était pas praticable. C'est faux. Maintenant, nous avons la technologie. Nous pouvons remonter les résultats rapidement si nous le voulons vraiment. Et au lieu de dépenser de l'argent sur le référendum, dépensons l'argent sur la technologie pour avoir des résultats plus rapides et fiables des élections. Alors, si on quitte un peu Madagascar, mais toujours il y a eu des élections, il y a eu des problèmes politiques, c'est le Cameroun qui a osé dire ça suffit quand même. Oui, et le Mali. Et je pense qu'il y a une certaine, même au niveau de l'Union africaine maintenant, c'est mal vu de vouloir changer la Constitution juste avant les élections. Et comme je le disais, je vous rappelle, on ne sait pas encore quel est le contenu. Est-ce qu'il va changer le nombre de mandats? Est-ce qu'il va changer la... Le régime a plusieurs options pour aboutir à leur fin? Absolument. Entre autres. Absolument. Donc il y a peut-être des surprises qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Entre autres. Comme la durée du mandat ou le fait de ne pas démissionner ou de dire que l'élection ne peut avoir lieu qu'après la fin du mandat précédent. Enfin, j'invente, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc les lois sont manipulables, tout compte fait. Bien sûr qu'elles sont manipulables. Elles sont l'avantage politique, je parle. Mais elles sont l'expression de la volonté générale, normalement. Et est-ce que c'est la volonté générale de tout changer maintenant, juste avant un grand scrutin, qui est quand même primordial, ce scrutin? C'est le vrai scrutin. 2013, c'était la sortie de la transition, mais ça, c'est du vrai. Et pour une fois, mettons en œuvre les lois telles qu'elles existent et ayons un dialogue sur la loi électorale, etc. Comment améliorer les élections, pas comment améliorer les chances d'une personne ou une autre. Mais vu les candidats qui se disent être potentiels ou qui se sont déjà annoncés actuellement, il y a un autre problème, c'est le fond même de campagne d'un candidat. Oui, exactement. Donc les lois qu'on attend, c'est la loi électorale, la loi sur le financement, il faut la loi sur les règles d'éligibilité des candidats à la présidentielle,
il y a toutes ces questions. En fait, on est en train de dévier notre attention pour qu'on ne regarde pas de trop près ces lois électorales que nous attendons et que les candidats attendent, pour voir quelles sont les conditions pour déposer son dossier de candidature en 2018. Et plus tout ça, il pousse ça pour discussion à un autre moment, et attirer toute notre attention sur la révision constitutionnelle, alors que ce sont ces questions-là qui auraient dû être débattues au Parlement à cette session parlementaire d'octobre: la loi électorale, la loi sur le financement des partis, la loi sur l'élection du président, critères d'éligibilité, etc. Et enfin, la loi sur l'intérim du président du Sénat, au cas où le président sortant démissionne. L'état de droit, donc, est ici vraiment mis en cause. Absolument. L'état de droit, c'est la suprématie des lois. C'est l'application de la règle de droit pour régler les relations entre nous, personnes, malgaches, etc., au lieu de la volonté des puissants. Donc, si les puissants peuvent toujours imposer leur volonté, est-ce qu'il y a état de droit? Non. Ce sont les lois qui règlent les relations. Et ce sont ces lois votées démocratiquement qui devraient être appliquées. Mais on détourne notre attention pour ne pas discuter du fond des autres lois très importantes pour les enjeux de 2018. Oui, mais on sait très bien déjà qu'il y a une nette différence d'auteur et de compréhension entre ceux qui sont au pouvoir et le peuple en soi-même. Oui, mais ça c'est le cas partout dans le monde. La plupart des citoyens dans le monde n'entrent pas dans les détails. Il y a les experts, il y a les médias comme vous qui doivent absolument maîtriser et passer l'information. Mais le citoyen lambda, il n'a pas besoin de comprendre en profondeur tous les textes de loi, etc. Lui, il va aller voter, il a ce droit constitutionnel de voter, son vote doit être libre, l'élection doit être crédible, et c'est ça qui compte. Donc, c'est vrai que le peuple ne suit pas, mais je dirais, aux États-Unis, le peuple non plus ne suit pas. Mais ils connaissent les grands principes qui sont qu'il y a l'élection, il y a l'alternance politique. Et la transparence. La transparence, la crédibilité du scrutin, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de détournement de voix et tout ça. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on informe évidemment la population au maximum, comme vous faites, et c'est à eux après de décider comment ils vont voter, comment ils vont réagir, etc. Mais ils n'ont pas besoin forcément de comprendre tous les petits détails que les experts, les partis politiques, les médias, les OSC, etc., eux vont œuvrer à comprendre en profondeur pour ne pas se laisser faire, encore une fois, avec encore une autre révision constitutionnelle. Tip-top. En tout cas, tout le monde va suivre de très près l'évolution de cette situation. Comme vous l'avez très bien fait savoir, c'est quand même le moi qui est touché, c'est le ego d'être bien un citoyen qui est aussi touché. Et on se donne rendez-vous dans un mois puisqu'on va suivre l'évolution. Avec plaisir. À très bientôt. Merci.